Si vous voulez, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire de Destination Réussite portant sur les stratégies à haut rendement. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les indiquer dans la boîte de conversation et on y répondra à la fin. En décembre dernier, nous avons eu une excellente formation de M. Wayne Hawley au sujet de 12 stratégies à haut rendement. Aujourd'hui, nous allons nous en inspirer quelque peu. Tout d'abord, nous allons donner une définition d'une stratégie à haut rendement pour qu'on puisse partir du même point. Alors, une stratégie à haut rendement est un concept ou un principe appuyé par la recherche, la littérature ou l'expérience qui, une fois appliqué avec succès dans un cadre scolaire, entraîne une amélioration significative du rendement des élèves. À la suite de cette définition et avant de donner la parole aux technopédagogues, nous allons regarder trois stratégies à haut rendement rapidement. Juste pour les mentionner. La première, c'est l'autorégulation. L'autorégulation, c'est la stratégie à haut rendement qui a la plus grande influence sur le rendement des élèves. Une deuxième, c'est la rétroaction. Lors de la dernière rencontre, en novembre dernier, Gérard Brunet de l'Escale a donné un atelier sur comment faire de la rétro en utilisant de la technologie. Une dernière, avant de céder la parole à nos technopédagogues, c'est la crédibilité de l'enseignant. Un aspect qu'il faut considérer pour la crédibilité de l'enseignant, c'est le modèle TPAC que nous avons dans notre initiative. C'est-à-dire l'enseignant doit maîtriser son curriculum, doit utiliser des stratégies innovantes et doit s'appuyer de la technologie. Maintenant, la parole est aux technopédagogues. Merci pour ça, Rodrigue. Alors, comme Rodrigue a mentionné, une des stratégies que nous avons ciblées était la prise de notes, l'autorégulation et les stratégies d'études. On a choisi celle-là parce qu'on cherche à développer chez les élèves une compétence de gestion de ces apprentissages. Alors, ça s'aligne très bien avec le sens d'organisation, d'autonomie et d'autorégulation. Ce que nous avons fait pour cette stratégie, on l'a divisé en 4 grandes idées. Et comme vous pouvez le voir, dans la matrice, elle se situe très bien dans notre section E, étant orienté son apprentissage. Et comme toujours, on veut se rendre au niveau 4, qui est l'élève choisit différentes stratégies et outils technologiques pour orienter son apprentissage, atteindre ses objectifs et s'auto-évaluer. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter des stratégies et des outils technologiques pour s'y rendre. Alors l'apprentissage, comme la prise de notes, est en évolution constante. Lorsqu'on participe à des colloques, c'est ça qu'on voit normalement dans la photo. Alors on a des personnes qui écrivent encore papier-crayon. Il n'y a rien de mal avec ça. C'est très utile lorsqu'on veut faire des dessins, des schémas, des diagrammes. Il y a d'autres personnes qui préfèrent utiliser l'ordinateur, qui est bon parce que tu peux transcrire l'information beaucoup plus rapidement. Chez nous, surtout dans ma classe, les élèves utilisent une troisième stratégie. Et je suis pas mal certain que ça arrive dans vos classes aussi. La stratégie où est-ce que les élèves sortent leur appareil numérique et prennent des photos. Ils me demandent constamment, Monsieur, est-ce que tu as terminé? Est-ce qu'on peut maintenant prendre des photos? Alors, on a 3 stratégies à date, papier-crayon, ordinateur et avec un appareil. Maintenant, lorsque j'étais au secondaire, voilà ce qu'on recevait. Un guide de 300-400 pages. Et l'enseignant nous donnait peut-être 1 ou 2 journées pour lire une vingtaine de pages et c'était à nous autres de faire des résumés. Est-ce que c'était efficace? Pour des personnes, oui, mais pour d'autres, non. Je sais que j'avais des camarades de classe qui étaient assez paresseux, qui ne lisaient rien et ils me demandaient pour mes notes. Maintenant, moi, je suis un apprenant visuel et kinesthétique, alors j'ai besoin de le faire. Alors, cette année, j'ai lancé le défi à mes élèves de soit lire une centaine de pages pour notre unité de Visual Basic ou c'était à eux autres de lire une dizaine de pages et de faire un résumé en forme de Vine. Maintenant, un Vine vidéo ou un vidéo Vine, c'est un clip vidéo qui est court et c'est très au point. Normalement, ce sont seulement 6 secondes. Alors, j'ai demandé à mes élèves un temps limite de 3 minutes, un peu plus de temps.
Et voici les résultats. Alors, sur notre chaîne de YouTube de l'école, à l'école secondaire Notre-Dame, on a affiché tous les vidéos que les élèves ont fait. Mais avant de les afficher, je les ai vus, je les ai visionnés pour m'assurer que tous les éléments étaient là et qu'il n'y avait rien qui manquait. Quelque chose qui m'a surpris, c'est quelques jours avant le test, je suis allé sur le site web pour porter des modifications. Et à ce point-là, j'ai vu que 2 vidéos en particulier ont reçu une grosse augmentation de vues, alors 33 et 41. Cela m'a surpris parce que on n'avait que 9 élèves dans la classe. Alors la prochaine journée, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous pensiez qu'on a eu tellement de vues. Et les élèves m'ont répondu en disant que dans leur temps libre, pendant qu'ils jouaient leurs jeux vidéo, pendant qu'ils faisaient du travail, ils le visionnaient ou ils l'écoutaient afin de vraiment ancrer l'information qui a été dite dans les résumés. Maintenant, dans une autre de nos classes, un enseignant choisit un élève à chaque cours pour faire des podcasts, alors des petits clips audio de 2 minutes pour résumer chaque leçon. Vous pouvez aussi faire ceci en OneNote, en Google Docs. C'est vraiment juste l'idée que prendre des notes d'une manière collaborative, c'est l'élève qui est redevable à son résumé. Alors, si l'élève ne fait pas ces 10 pages et les résume, les autres élèves ne pourront pas s'en profiter. Alors, on a papier-crayon, ordinateur, photo, vidéo, clip audio, et bientôt, José va vous donner une manière d'organiser toute cette information. Donc, encore d'ancrer au résumé des notes, on peut créer, vous avez 2 exemples ici. Le premier, c'est juste une petite capture d'écran là où les élèves avaient à faire une révision en mathématiques. Et puis, comme je les voyais, j'étais pas pour les voir là jusqu'à l'examen, j'ai parti un document en collaboration où les élèves pouvaient aller poser des questions, puis se répondre entre eux. Puis moi aussi, j'avais accès, donc je pouvais aller ajouter. Donc ici, c'est un élève, il y a des petites fautes là. L'élève avait écrit je comprends pas ce que c'était pour ça, puis c'est un autre élève qui était allé lui répondre, donc c'était très bien, très apprécié des élèves aussi. Le deuxième exemple, c'est un lexique qui a été créé aussi en collaboration. Donc, les élèves étaient responsables, là, à tous les jours, il y avait un élève différent qui était responsable d'aller écrire un peu comme un cahier d'objectivation. Qu'est-ce qui étaient les mots, les concepts clés de la leçon, puis ensuite d'écrire les informations pertinentes, puis en le faisant dans un document Google comme ça ou un autre genre de document semblable, on peut mettre des liens vers des vidéos, des exemples et tout ça, donc ça devient vraiment un lexique interactif multimédia. Puis, il y a là le nom de l'expert à la fin qui est dans le fond l'élève qui est allé remplir cette ligne-là. Donc, si d'autres élèves ont besoin d'aide sur ce concept, ils peuvent demander, dans ce cas-ci, à Joël pour avoir plus d'informations. Quand on a eu notre dernière rencontre d'hier, on vous a présenté ces outils-là, donc Kezena puis iAnnotate PDF, pour faire de la rétro audio aux élèves. Ces outils-là peuvent être très utiles aussi pour les élèves, pour organiser leurs notes, pour résumer leurs notes. Donc, ils peuvent facilement annoter ou ajouter justement une note audio qui va résumer soit une page de notes au complet ou un cours suite à la leçon. Pour les élèves aussi dyslexiques, c'est précieux. Au lieu d'avoir à écrire un résumé de leurs notes, ils peuvent tout simplement aller faire un petit résumé audio à la fin. Un autre outil qui nous permet de résumer cette fois-ci des vidéos. Donc, quand on demande aux élèves d'écouter une vidéo ou qu'on fait la classe inversée dans nos salles de classe, on peut utiliser cet outil-là, Video Notes, qui permet d'aller ajouter des notes. Puis là, quand on dit on veut ajouter une note, ça nous dit OK, à telle seconde de la vidéo, voici ce que j'ai noté, et ainsi de suite. Puis ça va aller placer le résumé des notes soit dans le Drive directement ou dans Evernote. Maintenant, comme Nicolas disait tantôt, on se retrouve avec du papier, donc des notes qu'on reçoit, soit des photocopies, des notes qu'on va taper à l'ordinateur, qu'on va écrire à la main, on reçoit des PDF par courriel, on prend des photos, on note des liens qui sont importants, des vidéos. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tout organiser cette information-là? Bien, autant pour nous que pour nos élèves. Donc, on veut qu'ils s'organisent pour qu'ils soient capables ensuite de se retrouver puis se préparer aux évaluations et tout ça.
Donc, l'élève doit se choisir une façon efficace de s'organiser et d'organiser les informations qu'il reçoit. L'idéal est de conserver le tout au même endroit. Donc, voici de différentes applications qui permettent de faire ça. Notability, Evernote, Google Drive et Microsoft OneNote qui permettent d'organiser tous ces types d'éléments au même endroit. Nicolas, tu veux continuer avec celui-là? Oui. Alors, comme José a mentionné, elle a dit que vraiment, c'est l'habileté qu'on a besoin de créer d'organisation. Et comme enseignant, c'est nous qui sommes les guides, alors c'est nous autres qui avons besoin de modeler cette habitude. Maintenant, dans notre salle de classe, on a très peu de place, normalement parce que les murs sont remplis. Alors, ce qu'on a décidé de faire à notre école était d'aller à Home Depot et acheter du marker board pour une cinquantaine de dollars. Et on a recouvert complètement un mur. Et avec ça, on avait un projecteur qu'un enseignant n'utilisait pas. Alors, on l'a amené dans la salle de classe. Avec le logiciel de Padlet, ça nous a donné un tableau de liège interactif vivant qui est accessible aux élèves à la maison, mais aussi à l'école. Comme vous pouvez voir, très simple à utiliser. Tu double-cliques et ensuite tu écris ta note. Ou disons que tu as un document Word que tu veux transférer et afficher sur ton mur interactif. C'est simplement un drag and drop et tu es là. Sur ce tableau de liège, sur ton mur interactif, tu peux mettre tes résultats d'apprentissage, tu peux mettre tes ressources, tu peux mettre l'information pertinente. Tu peux même avoir des conversations. Alors, si les élèves ont des questions durant la soirée, ils peuvent l'afficher là. Ce que j'ai vraiment aimé était l'aspect de glossaire que j'ai créé avec un Google Docs. Alors, si on rencontrait un nouveau terminologie comme as integer ou as double dans mon cours de programmation, les élèves avaient simplement besoin d'aller cliquer sur le mur et ajouter la définition là. Et je passe la parole de retour à José. Oui, merci. Donc, le dernier point de cette stratégie, c'est comment faire des recherches efficaces. Donc, encore une fois, avec l'ère numérique, il y a des outils fort intéressants là, qui nous permettent de faire des recherches très efficaces. Donc, je vous demande, on vous donne 2 minutes. Si vous regardez dans la boîte de conversation, j'ai placé un lien. Ça dit cliquez ce lien pour visionner la vidéo. Donc, ça va vous mener vers une fenêtre YouTube. Puis, on vous donne 2 minutes pour regarder cette vidéo.
Bon, alors je vais continuer. Si ça n'a pas fonctionné pour vous là, et que vous n'avez pas pu écouter la vidéo, elle va être disponible aussi là, sur le site web de DR. Donc, pour terminer avec cette stratégie, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de développer chez l'élève une autonomie et une efficacité dans sa prise de notes et ses stratégies d'études. Plusieurs des outils présentés permettent la collaboration, mais en bout de ligne, l'élève doit choisir ce qu'il doit garder dans ses notes et les notions pour lesquelles il a besoin de plus d'appui. On veut amener l'élève à orienter ses apprentissages selon ses besoins. Donc oui, la collaboration est importante, sauf que chaque élève a des besoins particuliers et l'élève doit orienter ses apprentissages selon ses besoins à lui. Et les outils technologiques sont là pour l'appuyer dans cette tâche et lui faciliter la tâche. Je passe maintenant la parole à Jannick. Au cours des prochaines diapos, nous expliquerons le processus et certaines stratégies qui favorisent le comportement en classe. Lors de la mise en œuvre de cette stratégie, vous remarquerez que d'autres stratégies à haut rendement, telles que la crédibilité de l'enseignant, les discussions avec la classe, la rétroaction et la relation enseignant-élève seront touchées. Donc, pour vous parler un peu de l'idée de la crédibilité de l'enseignant et puis de la relation et le climat en salle de classe, on a pensé vous amener un peu sur une petite tournée des outils que les enseignants utilisent pour l'instant. Donc, pour l'instant, les enseignants utilisent souvent l'agenda. Et puis, ils s'en servent un peu comme un outil de gestion. Donc, ce que on retrouve dans l'agenda, c'est des commentaires au sujet du comportement des élèves. Puis ici, vous voyez certains des commentaires au sujet de ma petite cocotte Sophie. Puis, comme vous pouvez voir, ben, c'est pas une ange, mais elle fait de son mieux. Puis, les commentaires qui se retrouvaient dans son agenda étaient souvent à teneur négative. Puis, ce que je trouvais, c'était que ça donnait pas un climat de la salle de classe positif. Donc, Sophie revenait à la maison, elle avait peur de nous montrer son agenda. À chaque fois qu'il y avait quelque chose d'écrit, elle savait que c'était quelque chose de négatif. Donc, elle me disait, même si elle pouvait pas lire, elle me disait, j'ai une note dans mon agenda, donc j'ai dû faire quelque chose de très mal. Puis souvent, pour une petite fille de 5 ans, quand elle reçoit un petit bonhomme sourire, mais qu'au lieu qu'il y ait un sourire qui a une petite ligne droite, hein, je vais vous dire que ça marque l'enfant pour très longtemps. Et puis que la relation enseignante-enfant ou enseignante-élève, elle est, disons que ça nuit à cette relation-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps d'écrire à l'enseignante, puis je lui ai dit que même si on était très heureux d'avoir de l'information au sujet du comportement de notre petite fille, parce que c'est vrai, on doit adresser le comportement qui est négatif ou bien qui ne correspond pas au règlement de la salle de classe. Mais j'ai indiqué aussi que pour nous, en tant que parents, on aime conserver les agendas comme étant des souvenirs de l'enfance et puis du temps qu'ils auraient passé dans la salle de classe avec cette enseignante-là. Donc, j'ai juste fait remarquer à l'enseignante que ce qu'on avait obtenu jusqu'à date, puis là, on est rendu le 1er octobre. Donc là, j'ai donné un mois. J'ai dit que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un compte rendu des manquements de la petite Sophie, et puis qu'on n'a pas les succès qu'elle a vécu dans sa salle de classe. Donc, j'ai fait penser à ça à l'enseignante. Puis quand on a commencé à préparer notre webinaire d'aujourd'hui, Jannick et moi, on a réfléchi sur les façons de gérer la salle de classe qui seraient à l'ère numérique, mais qui vont nous permettre peut-être de prévenir un effet négatif sur la relation et le climat en salle de classe entre l'enseignant et puis les élèves. Bon, de plus en plus, les enseignants recherchent des outils numériques qui leur permettent d'améliorer les comportements des élèves en donnant des récompenses dans un temps réel. Ils veulent être en mesure de partager des rapports de comportement pour engager les parents et l'élève lui-même. Ils espèrent aussi épargner du temps en enregistrant les comportements et les réalisations directes dans l'outil et de ce, d'un seul clic. Mais il faut vraiment faire attention, comme Lise le dit, il faut se servir de ces outils sans trop
accentuer le négatif. Class Dojo est un outil numérique que les enseignants aiment bien. Cet outil, qui se trouve sur le web, permet d'attribuer des points pour des comportements favorables et enlever des points pour des comportements inacceptables. Le rapport collectif peut être affiché au quotidien à la classe, mais les effets sont sans doute néfastes pour l'élève qui ne se conforme pas au règlement. Il y a des travaux de recherche un peu partout qui ont révélé qu'une ambiance punitive engendre habituellement un comportement antisocial. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on affiche et prendre ce fait en considération. Voici un rapport d'un élève qui est disponible en ligne pour les parents. Il résume clairement le comportement acceptable et inacceptable de l'enfant. La stratégie du comportement en classe préconise que l'enseignant doit favoriser le développement dans la salle de classe en établissant un climat marqué par l'interaction positive. D'après ce rapport, il est évident que cette stratégie n'est pas respectée. Il y a d'autres recherches qui ont démontré que la rétroaction positive favorise l'amélioration du comportement. La règle générale indique que la rétroaction positive doit être 3 fois plus fréquente que la rétroaction négative. Ces outils que nous retrouvons sur le web sont bons, mais si on décide de s'en servir, il faut être conscient et respecter les stratégies à haut rendement afin de ne pas nuire au développement social de l'élève. Donc, merci, Jannick. Donc, comme Jannick l'a mentionné, la stratégie à haut rendement qu'on veut prôner aujourd'hui, c'est celle qui indique que l'enseignant a une influence sur le climat et la culture de la classe. Donc, comme on peut voir dans la première flèche qui est ici, qui sort du document de Wayne Holly qu'on avait vu, on indique ici que les élèves ont des besoins, ils ont le choix de leur comportement et ça donne des résultats dans la salle de classe. Mais ce qu'on voit, c'est que l'influence de l'enseignant dans tout ce jeu-là réside sur le climat et la culture de la salle de classe. Maintenant, on ne dit pas que les élèves n'ont pas un rôle à jouer là-dedans, mais que l'enseignant lui-même ou bien elle-même peut influencer le climat et la culture de la salle de classe. Donc, on a pris le tournant, nous, qu'on voulait influencer ça en utilisant des interventions positives auprès des élèves et que donc, on espère influencer le choix du comportement des élèves pour avoir des résultats qui font bénéficier la classe au complet. Donc, ils pourraient éviter avoir des situations fâcheuses en salle de classe. Voici quelques citations qui appuient les stratégies de Wayne Holly et qui mettent l'emphase sur la démarche qu'on doit suivre afin d'établir un climat et une culture idéale de la classe. Ces citations nous sensibilisent du fait que même si nous choisissons de se servir des outils numériques, il faut s'en servir en respectant les stratégies à haut rendement. La première citation touche la stratégie relation enseignant-élève. La qualité de la relation enseignant-élève est le facteur le plus important à envisager lorsqu'il s'agit de repenser la gestion de la classe. La rétroaction est une stratégie très importante puisque l'influence de la plus dynamique exercée sur la chimie du cerveau est probablement la rétroaction positive, laquelle est essentielle au développement d'une bonne estime de soi. Celle-ci ajoute à la crédibilité de l'enseignant. Des attentes clairement formulées communiquent bien aux élèves ce que les enseignants recherchent. De plus, elles ont tendance à guider le comportement des élèves et à renforcer le suivi de l'enseignant. Cette dernière favorise la gestion des comportements en classe.
Les meilleurs plans en matière de discipline s'appliquent à limiter la nécessité de recourir aux punitions et aux conséquences négatives, en mettant l'accent sur la prévention. Ceci dit, il est essentiel de reconnaître que les commentaires que nous émettons au sujet de nos élèves ont un impact non seulement sur nos élèves, mais aussi sur les parents. Voici un fil de discussion qui appuie l'importance de partager les commentaires positifs. Ici, nous avons une enseignante qui envoie une lettre personnalisée aux parents de chacun de ses élèves et voici la réaction d'un de ses parents. Le père est surpris, mais très fier de recevoir une lettre de l'enseignante lui partageant les qualités et les points forts de son enfant. Il partage ceci sur Facebook. Un ami répond à son commentaire en félicitant l'enseignant d'avoir pris le temps de partager des commentaires positifs, car d'habitude, un enseignant communique seulement avec le parent lorsque ça va pas. Donc, il faut absolument trouver des façons de communiquer régulièrement les bons comportements aux parents. Donc, dans mon travail avec une de mes écoles, donc j'étais à Franco-Cité, j'ai une enseignante qui est venue me voir, puis elle m'avait fait part que dans sa salle de classe, elle avait des situations où elle avait de la difficulté avec la discipline. Donc, on a parlé un peu des différents outils qu'elle pourrait utiliser. Puis, après en avoir discuté, on avait parlé un peu du programme SCP. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, SCP, c'est un programme qui permet d'appuyer les comportements positifs des élèves. C'est surtout utilisé dans nos écoles élémentaires. Donc, l'enseignante avec laquelle je travaillais travaille dans une école secondaire. Donc, Sonia Guérard travaille à Franco-Cité, qui est une école secondaire. Puis, on avait trouvé que le système de récompenser avec des petits maillons ou bien autre, c'était peut-être trop version bébé pour les élèves du secondaire. Donc, au lieu, on est allé avec la technologie, puis on a développé un programme qui s'appelle Permettre le partage positif. Donc, la grande idée, c'est de s'assurer de communiquer de façon positive avec les parents, puis on a décidé de faire ça par l'entremise de courriel. Donc, vous allez me dire, vous n'avez pas le temps, déjà, de communiquer avec les parents avec lesquels vous devez communiquer pour des choses très sérieuses qui se sont développées en salle de classe. Alors, comment allez-vous trouver le temps d'écrire des commentaires positifs pour les parents dont les élèves vont bien? Donc, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment que, comme Jannick l'a mentionné, une de ces interventions positives devrait éviter 3 interventions négatives que vous aurez à faire par la suite. Donc, on essaye vraiment de miser sur le positif. Et puis, pour ne pas alourdir la tâche de l'enseignante, ce qu'on a développé, c'est un petit système qui permet d'envoyer des courriels automatisés. Donc, c'est une stratégie qui facilite l'envoi de courriels lorsque l'enseignante observe des comportements positifs. On s'est basé sur les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. Donc, le processus qui doit être mis en place, c'est que premièrement, l'enseignante doit s'asseoir avec ses élèves et puis discuter des différents HH qui sont à évaluer pour le bulletin. Et puis ensuite, de voir quels sont les critères qu'on aimerait avoir observables pour démontrer que les différents HH vont avoir eu lieu ou bien vont avoir été démontrés par les élèves. Une fois que ces critères-là sont connus et développés par les élèves, l'enseignante ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va développer un système qui nous permet d'envoyer des courriels lorsque ces comportements-là sont observés. Donc, elle développe sur son téléphone cellulaire une application qui, en 3 ou 4 clics, permet l'envoi d'un courriel aux parents. Donc, les étapes sont les suivantes. Première étape, c'est que l'enseignante doit recueillir les adresses courriels des élèves et des parents. Nous autres, on a suggéré l'entremise d'un formulaire Google, mais on pourrait utiliser n'importe quelle façon d'aller recueillir ces informations. Et aussi, plusieurs des écoles ont déjà, à travers Trillium, les courriels des élèves avec les courriels des parents associés. Si vous faites votre propre formulaire, je vous encourage de créer un formulaire où le courriel de l'élève est obligatoire, ou bien si vous êtes dans un environnement Google Apps,
vous pouvez aller le recueillir automatiquement, mais aussi de demander seulement un courriel d'un parent obligatoire. En demandant les 2 courriels de parents obligatoires, on ne respecte pas les familles monoparentales ou les familles où peut-être il y a un parent seulement dans le décor. Donc, c'est une suggestion de mettre seulement l'élève et un des parents comme étant des courriels obligatoires. Donc, une autre pratique réussie, c'est d'éviter de demander le courriel de maman et le courriel de papa, et plutôt de demander le courriel de parent 1 et le courriel de parent 2. Donc, une fois que l'enseignante a les courriels de ses élèves avec les courriels des parents dans un chiffrier Google. Donc, elle va les insérer dans le chiffrier Google. Et ensuite, donc ici, on a une petite démonstration de ce que ça pourrait avoir l'air, votre petit formulaire pour demander les courriels des élèves. La deuxième étape, c'est de préparer des gabarits qui vont te permettre de générer des courriels automatisés. Donc, un peu de la même façon qu'on crée nos commentaires pour des bulletins. Donc, certains conseils ont organisé des commentaires pré-écrits où ils ont déjà la variable pour le nom de l'élève et puis le commentaire est déjà rédigé. Donc, vous allez pré-rédiger des courriels qui vont vous permettre d'envoyer un commentaire positif aux parents. Donc, ici, on a un exemple et chacun des petits bouts de phrases qui sont en couleur représente une variable. Donc, ici, on aurait que le lieu où on aurait vu le comportement positif et puis le moment auquel on l'aurait observé, le nom de l'élève, et puis le nom de l'activité qui se déroulait lorsqu'on a vu le comportement positif. Ce sont tous des variables. Donc, ce que je vous montre ici, c'est mon exemple de ce que j'ai utilisé pour mon gabarit pour l'utilisation du français oral. Donc, chacune de mes variables avait différentes options. Donc, c'est certain que pour vos écoles, vous allez avoir à modifier un tout petit peu ici au bloc A ou au bloc B, ou bien dans le cadre du cours de mathématiques, le cours d'histoire, ça dépend de ce que vous allez enseigner. Mais vous allez rédiger ici, ou bien préparer plutôt un gabarit. J'en ai fait plusieurs pour chacun des HH. Donc, je vous en donne 2 exemples ici. Voici celui pour l'esprit de collaboration. Vous allez voir que les éloges qui sont en orange au bas de l'écran, ce sont les choses qu'on aurait discutées avec les élèves comme étant les comportements observables qui mènent au fait que l'enseignant peut remarquer l'esprit de collaboration. Donc, la troisième étape, c'est de prendre ton gabarit puis d'en créer un formulaire. Puis, une fois que tu as ton formulaire, on va y mettre un script qui permet d'envoyer des courriels automatiquement. Donc, le formulaire ressemble un peu à ça. La première question, c'est de demander le type de rétroaction qu'on cherche. Donc, tout ce que c'est un formulaire Google. C'est pas nécessairement un Google Doc. Donc, c'est un formulaire. Puis, le formulaire mène à différentes questions. Donc, si je demande l'utilisation du français oral, j'aurai une série de questions. Si je demande l'autonomie, j'aurai une autre série de choix. Donc, par exemple, ici, je vois pour l'utilisation du français oral, je pense que je l'ai peut-être mis en plus gros, c'est possible. Non, je ne l'ai pas mis en plus gros. Donc, ici, on a les différentes questions qui sont posées à l'enseignante si elle veut envoyer un courriel de rétroaction positive sur l'utilisation du français oral. Donc, l'enseignante clique aux 4 différents endroits, puis une fois qu'elle soumet son information, le courriel est automatiquement envoyé aux parents. Donc, suite à l'envoi du formulaire, le parent ainsi que l'élève lui-même reçoit le courriel. Puis, l'enseignante ou l'enseignant, en tout temps, ils ont accès au tableau des suivis générés. Donc, c'est leur tableau dans lequel ils ont toutes les différentes interventions qu'ils ont faites. Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante, avec son téléphone, peut observer un comportement dans le corridor. Donc, elle voit des élèves qui parlent en français, qui, pour cette école ici, disons que c'est un événement assez rare. Elle décide d'envoyer un courriel PPP aux parents. Elle sort son téléphone cellulaire, elle choisit l'élève de son menu, elle choisit ensuite l'utilisation du français oral, elle fait ses 4 clics, et puis ensuite, le script envoie automatiquement le courriel aux adresses courriels qui ont été récoltées dans le tableau qui correspond. Donc, c'est un processus qui est quand même prend quelques moments pour préparer, mais une fois que c'est préparé, l'enseignante me dit que maintenant,
au courant d'une seule journée, elle peut envoyer une dizaine de courriels PPP, donc des courriels avec un partage positif d'un comportement d'un élève. Et puis, qu'elle a des rétroactions de la part des parents qui sont quand même assez surprenantes. Donc, les parents sont très impressionnés que l'enseignante ait pris le temps d'envoyer ça. Et puis, que le climat dans sa salle de classe a complètement changé. Maintenant que les élèves savent que l'enseignante cherche les comportements positifs et non pas seulement les comportements négatifs. Donc, c'est tout un processus que de essayer d'améliorer le climat dans la salle de classe. Mais elle trouve que cet outil, une fois qu'il est développé, elle peut s'en servir en tout temps. Puis si disons que l'année prochaine, elle travaille avec un différent groupe d'élèves, puis ils ont différents comportements observables qu'ils veulent avoir dans le tableau, elle n'a qu'à modifier son formulaire. Elle n'a pas besoin de recommencer à zéro. Donc, pour utiliser un outil comme celui-ci, les élèves ne sont pas obligés d'avoir des comptes Google. L'enseignante n'est même pas obligée d'être dans un conseil Google. On n'est même pas obligé d'être dans un conseil Google Apps pour éducation. Tout ce qu'on a besoin, c'est un seul compte qui permet l'installation du script. Et donc, le formulaire réside sur le téléphone ou bien sur l'appareil mobile de l'enseignante. Et c'est l'enseignante elle-même qui choisit les comportements. Et suite au clic, les courriels sont envoyés. Donc, on voulait vous montrer un outil comme celui-ci. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez développer quelque chose comme ça pour votre école ou bien pour une de vos enseignantes, on vous invite à communiquer avec nous et puis on va vous montrer un peu les étapes là, qui s'y prennent. Donc, pour monter tout le système, je vais vous dire qu'avec Sonia, ça m'avait pris, on va dire un bon 2 heures là, avant que ce soit tout monté. Mais une fois que c'est monté, elle peut en quelques clics envoyer des courriels. Et puis, l'investissement dans le temps, d'après ce qu'elle me dit, a permis un changement complet dans le climat de sa salle de classe. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Rodrigue, est-ce que tu voulais prendre la période de questions? Oui. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? On va attendre quelques minutes. Il y a des gens qui sont en train d'écrire. Donc, on me demande pour l'accès à la banque d'informations. J'imagine que ce que vous cherchez, ce sont vraiment mes gabarits pour les courriels que j'ai envoyés. Ça, ça me fera plaisir de vous les partager. Cependant, n'oubliez pas, si je peux juste retourner à cette page-là, juste une seconde, ça sera à modifier dépendant de la façon dont votre journée scolaire est établie, puis la façon dont vous allez vouloir rédiger votre courriel. Donc, nous, on avait trouvé que c'était important d'indiquer à quel bloc on avait observé un comportement. C'est surtout pertinent pour des parents dont les élèves sont médicamentés. Et c'est important pour eux de savoir si c'était toujours le matin qu'on voit des comportements positifs ou bien toujours l'après-midi. Donc, nous, on avait ciblé des choses qui étaient importantes pour nous. Mais que vraiment, les éloges qui se trouvent ici, les choses qu'on a mis en orange, vous pouvez vous baser sur ce que j'ai développé avec Sonia, mais ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'avoir la discussion avec vos élèves pour que les élèves soient conscients de ce que vous cherchez. Donc, si les élèves participent au développement essentiellement des critères d'évaluation qui sont ici, c'est beaucoup plus facile pour les élèves d'être capables de répondre à l'appel, disons. Donc, Paul cherche un appui un peu pour la création d'un script. Le script, Paul, c'est certain que c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Ce que je propose, puis ce que j'ai proposé à Jannick, c'est lorsque j'aurai quelques heures de disponible, je vais m'installer puis je vais vous faire une capture vidéo, un peu comme celle dont José vous a montré, qui vous démontre les étapes que j'ai suivies pour bâtir cet outil. Et puis, ça devrait vous donner des idées sur justement comment installer un script et puis de quelle façon je me suis prise pour aller chercher l'information. Donc, je vous le promets, mais ça ne sera pas avant vendredi.
Ça, c'est certain. Mon horaire est un peu chargé. Ceci dit, j'aimerais remercier nos 4 pédagogues, technopédagogues, pour leurs excellentes idées pour intégrer des stratégies à haut rendement avec l'aide de la technologie. Comme vous voyez, notre webinaire est enregistré et sera disponible ce vendredi sur notre site web, sur le site web de Destination Réussite. Notre prochaine rencontre, c'est le 5 février à 10 heures. Ça va être une audioconférence. On va vous envoyer les informations cette semaine et ça va être au sujet de la préparation de la rencontre du 20 et 21 février. Alors, oubliez pas, le 5 février à 10 heures, on vous envoie les informations et puis ça sera une audioconférence. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier pour votre participation à ce webinaire et on se reparle le 5 février. Au plaisir.